Bonjour Éric Ciotti. Bonjour. Et bienvenue à la grande interview sur CNews et Europe 1. Merci. Vous êtes le président de l'Union des droites pour la République, également bien sûr député des Alpes-Maritimes, à cette même place. En novembre dernier, je pense que vous en souvenez Éric Ciotti, à la question que je vous posais, soutenez-vous l'action du nouveau président américain? Vous aviez affiché un soutien assumé à Donald Trump, arguant aussi du fait, je cite, que la politique de Trump allait être plus profitable pour les équilibres économiques mondiaux. Est-ce que vous répétez la même chose ce matin? Moi, je ne suis pas américain, je n'ai pas voté aux États-Unis, ça ne vous a pas échappé. Moi, je soutiens la France. Quand Trump va dans le sens des intérêts français, je soutiens Trump. Contre le wokisme, contre l'immigration de masse, je m'y retrouve. Quand il prend des initiatives pour la paix au Proche-Orient ou en Ukraine, je m'y retrouve. Aujourd'hui, il installe un nouveau monde. Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'on est faible aujourd'hui, trop faible, et que la seule réaction, c'est de se réarmer militairement, on l'a vu, mais aussi économiquement. Si on est prisonnier de cette situation, c'est parce que la France, depuis des années, du fait de politiciens hasardeux et incompétents, s'est désindustrialisée, s'est délocalisée, c'est ce que ça nous dit. Trump, c'est une forme de volontarisme politique. Il se bat pour son pays, il se bat pour les États-Unis. On verra bien tout ce que cela donne. Moi, la leçon qu'on doit en tirer, c'est qu'il faut que la France soit beaucoup plus forte et qu'elle ne soit pas dans ce tourbillon impuissante et voguant dans la tourmente. Avant le réarmement économique et donc industriel, c'est vrai que la guerre commerciale est une guerre industrielle. La riposte, qu'est-ce qu'elle doit... D'abord, elle ne peut être que européenne, selon vous, Éric Ciotti. Est-ce qu'il faut négocier ou alors engager un bras de fer? On voit bien qu'on a des intérêts divergents, même en Europe. On voit bien que l'Allemagne, sous la voix de Mme von der Leyen, a une position très conciliante, notamment parce que l'Allemagne est un pays très exportateur, en matière automobile notamment. 12% des automobiles allemandes vont vers les États-Unis. C'est gigantesque, donc on n'a pas forcément les mêmes intérêts. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à moyen terme et à long terme, on ne reprendra notre souveraineté que si on réindustrialise le pays, et pour cela, eh bien, il faut redonner les bases de la compétitivité, baisser les impôts de production. Pour une négociation. Il faut, dans toute négociation, si on est faible, elle est déjà perdue d'avance. Donc, naturellement, qu'il faut une riposte. On exporte vers les États-Unis à peine 1,4% de nos exportations. C'est de l'ordre de 45 milliards d'euros par an. Il y a des secteurs stratégiques, l'agroalimentaire, notamment sur le vin, sur les spiritueux. Donc il faut qu'on ait des moyens de réplique, bien entendu, autrement on sera bouffé. Ah, on sera bouffé. Eh bien justement, vous ne prenez pas du tout la soumission, parce que là on va parler d'un autre pays, toujours à l'international, mais de l'autre côté de la Méditerranée, cette fois-ci en Algérie, Éric Ciotti. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, affirme qu'une nouvelle phase s'ouvre avec le régime algérien, avec Alger plus largement. Qu'est-ce qu'on a obtenu, selon vous, avec cette nouvelle phase? Rien, zéro. On a obtenu zéro. Monsieur Boualem Sansal est toujours en prison, toujours détenu par un régime dictatorial, pris en otage. Ce n'est pas une détention, c'est une prise d'otage contraire à toutes les règles de droit. Son avocat ne peut même pas se rendre en Algérie parce qu'il est juif, c'est une abomination. Aucune obligation de quitter le territoire, enfin aucun étranger algérien soumis à une obligation de quitter le territoire français n'a été repris. Donc les délinquants, les criminels algériens qui sont en France et que M. Retailleau voulait expulser, bien avant lui, tous ceux qui l'ont précédé dans l'impuissance collective, restent toujours en France. Et puis nous accordons toujours plus de visas. Les chiffres sont sortis là, vous hier. décrivez une défaite en race campagne. On a doublé le nombre de visas, ça ne nous a pas échappé. 250 000 visas accordés aux Algériens. Donc, on n'a absolument rien obtenu. Pourtant, ce matin, le ministre de l'Intérieur affirme le contraire. Éric Ciotti, il dit que le bras de fer qu'il a engagé, c'est pour éviter d'abord un deuxième attentat de Mulhouse. Et il dit que sur la liste des OQTF, il jugera sur les faits. Il revendique la méthode forte. Il jugera sur les faits. Ça veut dire que pour l'instant, rien n'est fait et qu'on a toujours les OQTF. Bien sûr, il a réagi après Mulhouse parce que c'était une abomination puisqu'on n'avait pas réussi
et tous ceux qui l'ont précédé, qui sont aujourd'hui les alliés de M. Retailleau, dans le même gouvernement macroniste. Tous ceux qui ont installé l'impuissance en France depuis 2012 sont les complices de cette inaction. On ne peut pas se contenter de paroles, on ne peut pas se contenter de coups de menton. Là, c'est une défaite, vous le soulignez, plus qu'en race campagne, ouais. C'est une humiliation. Ce mot avait d'ailleurs été utilisé. Monsieur Macron a repris ses relations normales avec Monsieur Tebboune, son amitié qui avait commencé en 2016. N'est-ce pas le jeu de la diplomatie, Monsieur Ciotti ? Où il avait accusé la France de crimes contre l'humanité. Mais n'est-ce pas le jeu de la diplomatie que de reprendre des relations malgré tout ? Vous avez l'expérience politique, vous savez que la diplomatie, elle doit porter un intérêt pour notre pays. Je ne vois pas où est l'intérêt aujourd'hui de se soumettre à la dictature algérienne. Où est notre intérêt ? Où est la réciprocité ? Que nous donne-t-il en échange de cette mansuétude, du fait qu'on accueille toujours plus d'Algériens dans une forme d'irresponsabilité coupable ? C'est dramatique ce qui se passe, cette forme de lâcheté, de soumission. Je veux la dénoncer avec une grande force, mais cette soumission, elle est à l'image de ce gouvernement de compromission, ce gouvernement qui a renié ses convictions. C'est ça qui est en cause. Vos mots sont forts, compromission. Je pense que dans le domaine de l'islamisme, vous n'irez pas jusqu'à dire compromission s'agissant du ministre de l'Intérieur, qui ici même à votre place il y a quelques semaines. Et le ministre de l'Intérieur, j'ai du respect pour lui, on a longtemps milité ensemble dans la même formation. Ce qu'il dit, je l'approuve. Mais ce que je conteste, et ce qu'il fait. Mais il ne fait rien. Par exemple, sur le rapport dont j'allais vous parler sur l'islamisme, il ne fait rien parce qu'il ne peut rien faire. Parce que ceux qui sont au-dessus de lui, ceux avec qui il est allié, M. Bayrou et M. Macron, l'empêchent d'agir. Donc ce que je lui dis... Y compris dans le domaine de la lutte contre l'islamisme, qui est une menace mais partout, vous avez bien vu la question du voile dans le sport. Vous avez vu ce débat, c'est un débat qui n'est pas majeur quand même, et c'est un débat qui peut être réglé facilement. Interdire les signes religieux dans le sport. M. Retailleau a dit les choses. Le Premier ministre, immédiatement, a dit l'inverse. La ministre des Sports a dit l'inverse. Donc ce que je veux souligner, c'est que la situation politique, avant l'été à l'Assemblée nationale. Elle plaide à l'impuissance, elle plaide à la lâcheté, parce qu'elle est le fruit de la compromission de l'alliance contre nature entre les insoumis et jusqu'à certains républicains, aux élections législatives. C'est pour ça qu'on est dans cette situation d'impuissance. C'est ça que je veux vous dire. C'est pas les mots, les paroles, on peut les approuver. Moi, je peux approuver ce que dit M. Retailleau, c'est pas le sujet. Mais où sont les actes ? Où sont les actions ? L'Algérie avance, l'islamisme avance, les signes religieux ostentatoires pour la motion de censure la dans ce cas-là. La conquête des territoires avance. On a vu ce rapport terrifiant sur l'entrisme des frères musulmans. Qu'est-ce qu'on fait contre ça ? Un attentat a été déjoué, pardonnez-moi, je voudrais le souligner, c'est important, dans le Nord, à Dunkerque. Bien sûr, aussi le travail de nos services de renseignement. L'attentat, c'est la chaîne ultime. Ça veut dire qu'on est sur un terreau qui favorise ça, et ce terreau, on ne le combat pas. Heureusement qu'on a des services de renseignement extrêmement efficaces, des services judiciaires, de police judiciaire qui le sont tout autant, la SDAT notamment. Tout cela est très efficace. Depuis le début de l'entretien, vous dénoncez une inefficacité, même une compromission, une soumission du gouvernement. La question qu'on vous pose naturellement, c'est pourquoi vous ne censurez pas un tel gouvernement avec vos alliés, d'autant que dans le Figaro ce matin, et là sur un plan budgétaire, vous affirmez que l'exécutif, qu'Emmanuel Macron a dissous l'Assemblée pour masquer l'ampleur du désastre budgétaire. Je rappelle que vous êtes le co-rapporteur de la commission d'enquête sur la dérive des finances publiques. 4 mois de travaux, c'est bien cela. Vos accusations, quand même, 6 mois, sont lourdes, puisque vous dénoncez en réalité une dissimulation de la réalité. Bien sûr, il y a eu une véritable dissimulation pendant des mois, et notamment au premier semestre 2024, et je le dis très clairement, je suis convaincu que M. Macron a dissous l'Assemblée nationale pour éviter d'avoir à présenter un budget pour 2025 qui aurait contenu des mesures extrêmement impopulaires, extrêmement sévères, et qu'il a laissé le choix à d'autres de le faire. Il l'a fait sciemment parce qu'au printemps, au moment où il dissout,
le soir des européennes, et je pense que le résultat des européennes est un prétexte, il dispose de tous les éléments qui montrent que la situation budgétaire se dégrade. Et on d'où le sait. Tenez-vous l'affirmation du lien entre cette situation et la On le sait depuis décembre 2023. Le 7 décembre 2023, la direction du Trésor et la direction du budget alertent Monsieur le maire sur la dégradation catastrophique des comptes publics. Il y a de nouvelles alertes en avril. Aucune mesure, et notamment un projet de loi de finances rectificative, n'est pris par M. Attal. Vous savez, on a vu M. Attal dimanche dans ses outrances. En parlant d'argent, c'est une charge très remarquée, je la rappelle. En un mot, pardonnez-moi Éric Ciotti, puisqu'il dit vis-à-vis de Marine Le Pen sa condamnation, eh bien il dit tu voles, tu payes ce à quoi. Sébastien Chenu a répondu tu ruines, tu dégages. Et c'est quoi la prochaine saillie? Je vais vous faire un petit calcul. Le dérapage budgétaire qu'on a dévoilé, c'est 50 milliards d'euros. Entre ce que le Parlement a voté et le résultat du budget tel qu'il a été exécuté, il y a un écart, 4,4% de déficit au départ, 5,8% à l'arrivée. Ça fait un écart de 50 milliards d'euros. Oui. 50 milliards d'euros de déficit en plus, ça fait 50 milliards d'euros de dette en plus pour la France. Je fais un petit calcul mathématique. Si on emprunte pour financer cette dette à 3%, les taux sont aujourd'hui à 3,3%, ça fait un coût annuel d'1,5 milliard. Oui. 1,5 milliard d'euros. Donc la mauvaise gestion de M. Attal, en 6 mois à peine où il est resté Premier ministre, elle a coûté plus d'1,5 milliard d'euros. S'il avait pris les décisions, s'il n'avait pas dissimulé la situation, c'est 1,5 milliard d'euros, c'est 400 fois plus que ce qu'il reproche de façon honteuse, scandaleuse et injuste à Madame Le Pen. Voilà la réalité de ceux qui viennent nous donner et qui viennent donner des leçons de morale aujourd'hui. Je pense qu'il ferait mieux de se cacher dans un petit trou de souris, dans l'état où ils ont laissé la France, plutôt que d'aller pérorer et donner des leçons. Quand on a un tel bilan, 3 300 milliards d'euros de dette, 1 200 milliards d'euros de dette depuis l'élection de M. Macron, des déficits abyssaux, l'immigration de masse, la violence dans la rue, des services publics à terre, à l'hôpital, dans l'éducation nationale, et ces gens-là viennent encore nous donner des leçons. Les temps, je crois, rêver. Ont changé, Éric Ciotti, puisque vous n'avez, là, on vous entend, les mots sont durs au sujet de Gabriel Attal. En décembre 2023, vous n'aviez pas des mots aussi durs, puisque vous soulignez même qu'il était courageux pour avoir interdit à l'époque l'abaya. Autre temps. Moi, je suis cohérent. L'interdiction de l'abaya, c'était une bonne mesure. La gestion budgétaire, telle qu'elle a été faite, c'est une catastrophe qui se poursuit dans la longueur du macronisme. Et aujourd'hui, où en sommes-nous sur l'abaya? On voit bien que tout cela, ce sont des petits gestes de communication jamais suivis d'une vraie politique, notamment contre la montée de l'islamisme. En tous les cas, sur l'aspect budgétaire et économique, la tronçonneuse reste de sortie, puisque c'est la deuxième salve. Ce soir, vous tenez colloque à ce sujet. Vous continuez dans la baisse des impôts de production, sur les droits de succession également. Jusqu'où ça peut aller, une telle politique je crois que... assez libérale? Oui, très libérale, assumée. Une politique de liberté économique, nous l'assumons. L'UDR se veut être le parti des idées et l'UDR se veut être au cœur d'une véritable révolution économique. Aujourd'hui, ce dont souffre la France, c'est d'être le pays d'Europe où on dépense le plus d'argent public, c'est d'être le pays au monde où on a le plus de prélèvements obligatoires, record du monde des impôts, et de ce fait, qu'est-ce qui se passe? Nos salaires sont très faibles, les salariés ont des rémunérations beaucoup plus faibles que la moyenne européenne, d'où une problématique de pouvoir d'achat. Beaucoup de salariés souffrent et n'arrivent pas à joindre les deux bouts, et nos entreprises ne sont pas concurrentielles parce qu'elles ont trop de charges. Donc nous avons porté ce grand plan depuis janvier, un plan de 200 milliards d'économies, réduction de toutes les agences qui servent à rien, réforme des collectivités fiscale, territoriales, 2 échelons, suppression des normes. On s'attaque ce soir aussi à une partie du modèle social. Nous disons qu'il doit y avoir un écart beaucoup plus important. Vous assumez de vous attaquer au modèle social ainsi? Entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Plafonnement, par exemple, des allocations, et en supprimant la CSG sur les salaires, nous voulons une augmentation de 10% des salaires.
Parallèlement, nous voulons supprimer une grande part des impôts de production, des impôts transmission, succession, donation, plus-value, et modifier l'impôt sur le revenu qui aujourd'hui est beaucoup trop progressif et qui pèse sur les Français qui travaillent. Et c'est le cœur de notre projet. Bien sûr, mais votre projet aussi, en tous les cas votre volonté, c'est de supprimer l'exécution provisoire dans les peines d'inéligibilité. C'est la proposition de loi que vous allez porter. On voit bien que le gouvernement a changé de ligne, en tous les cas, n'est plus du tout en faveur de cette suppression. Vous n'y croyez plus tellement? Soyons honnêtes. Je ne sais pas, mais on voit bien les yo-yo politiques. La semaine dernière, tout le monde avait l'air d'adhérer à ce qui relève d'un principe de bon sens. Tout citoyen a droit à un procès équitable et on ne peut pas être condamné à une peine de mort politique sans qu'il y ait une capacité à faire appel et à faire valoir où il y a la condamnation de Marine Le Pen en première instance. Cette décision, beaucoup l'ont contestée avant ce qui frappe Marine Le Pen. Je crois que c'est un principe de droit. Quand on est attaché aux libertés, on ne regarde pas contre qui les mesures qui sont attentatoires aux libertés sont portées. On veille à respecter la liberté. Il y a d'éminents juristes de gauche comme Alain Jakubowicz, qui a été le président de la LICRA, qui ne peut pas être soupçonné d'être un ami de Marine Le Pen, qui a dit que derrière tout cela, il y avait un très mauvais coup porté à l'état de droit. Donc, notre responsabilité de législateur, c'est de réparer ce mauvais coup. Et vous y croyez encore? Mais j'appelle tous ceux qui sont attachés à la démocratie à sauvegarder un système qui aujourd'hui est en péril. On ne peut pas laisser introduire ce soupçon dans des décisions. Dernière question, elle est importante et j'allais dire elle est abyssale puisqu'à l'Assemblée, c'est l'aide active à mourir, l'euthanasie en réalité qui est en débat aujourd'hui. Une centaine de personnalités parmi lesquelles Jean Leonetti ou Jean-Marc Sauvé alertent sur les risques liés à la proposition de loi sur la fin de vie. Il y a deux textes distincts. Que va faire le député que vous êtes? Vous ne vous êtes jamais vraiment clairement... Je partage l'alerte qui a été lancée par ces personnalités. Moi, je soutiens le maintien de la loi Leonetti qui doit être amélioré, bien sûr, par un dispositif généralisé sur les soins palliatifs. On a reçu à l'UDR le docteur Claire Fourcade, qui a un message extraordinairement courageux, qui parle au nom de beaucoup de soignants. Une société n'a pas le droit de donner la mort. Je suis contre ce système d'euthanasie, puisque cette aide active, c'est l'euthanasie dissimulée. On ne voit pas où cela va s'arrêter à terme. Donc, allons vers des soins palliatifs. C'est ce que beaucoup de Français qui, malheureusement, sont en fin de vie, souhaitent, mourir dans la dignité, avec un accompagnement adapté, mais pas aller dans des dérives comme on le voit dans certains pays étrangers. La polémique. Merci Éric Ciotti, c'était votre grand entretien. Je vous dis à bientôt. Merci.